C'est le retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Frédéric Azeglo et Georges Hérault. On va passer maintenant au niveau du Sénégal pour évoquer ce rapport d'audit de la Cour des comptes, rapport d'audit qui concerne le pouvoir de Macky Sall, puisque ce rapport cible la période 2019 à 2024. La Cour des comptes pointe des dérives financières de la présidence de Macky Sall. L'institution dresse une liste de manquements, anomalies et irrégularités ayant affecté la trésorerie publique tout en invalidant les chiffres officiels publiés sous l'ancien pouvoir, notamment sur la dette et le déficit budgétaire avec ses 639 pièces et ses 408 bureaux par exemple. Le nouveau siège du gouvernement sénégalais, communément appelé Building administratif Mamadou Dia, incarnait un État modernisé. Eh bien, cet immeuble construit en 1953 est rénové avec une somme de 50 milliards de francs CFA. Le complexe se trouve donc au cœur de Dakar. Eh bien, dans son rapport publié le 12 février dernier, la Cour des comptes associe ces travaux aux dérives financières de la présidence de Macky Sall. On parle de détournement faramineux, par exemple des sommes colossales, notamment 157 milliards de francs CFA qui n'ont jamais été reversés au trésor public. Bref, si on prend ce rapport Georges Hérault, c'est dire que, parce qu'il faut dire qu'à la fin du mandat de Macky Sall, un rapport avait été publié qui montrait finalement que les comptes sénégalais n'étaient pas si mal, mais ce contre-rapport aujourd'hui dit tout le contraire. Ça a été une catastrophe, un gouffre financier sous Macky Sall. Oui, Samuel, le rapport a été fait par la Cour des comptes et c'est normal. Je pense que finalement, il faut retourner la situation politique au Sénégal. Et comment? Parce que Pastef, sa ligne de combat était qu'il y a des détournements. Vous savez, Sonko et Ousmane, Sonko et peu Diomaye étaient des inspecteurs des impôts. Et d'ailleurs, selon l'histoire, c'est qu'ils dénonçaient un certain nombre de détournements d'accords. C'est ça qui, à un moment donné, a coûté leur licenciement au niveau de la Direction générale des impôts. Donc aujourd'hui, si on faisait ce rapport et qu'on ne trouvait rien, ça devait être vraiment une surprise parce que les gens vont se dire, mais durant tout le temps que vous combattez ce régime, en fait, ce régime n'a rien détourné. Vous voyez-vous, Samuel, c'est un peu l'image que, ou bien l'analyse que moi je fais de ce rapport. Et que c'est vrai ou pas, l'on s'attendait forcément à ce que au temps de Sonko, on puisse révéler que Macky Sall a réellement détourné ou bien le régime Macky Sall a réellement détourné. Ça, le contraire devait nous surprendre. Puisque Sonko a été entre-temps arrêté parce qu'il a dit que, je crois que ça doit être le ministre de l'Agriculture, bien du Commerce, qui avait fait des détournements. Et ça... Le ministre de l'Agriculture. Oui, et il a été incarcéré pour des dénonciations calamineuses. Ministre de l'Environnement, je pense. Ok, puisque il avait quitté un poste pour être ministre et et donc vous voyez, il dénonçait ces détournements des deniers publics lorsqu'il était dans l'opposition. Mais le rapport de la Cour, c'est pourquoi? C'est pour confirmer les allégations ou bien les dénonciations que le régime Macky Sall trouvait injuste. Mais qui est là aujourd'hui pour dire le contraire? Est-ce que aujourd'hui, ces mêmes spécialistes qui avaient fait un rapport avant le départ de Macky Sall et qui ont trouvé que les comptes du Sénégal est assez bon pour que avec un taux d'endettement encore moins
puisque ce n'est qu'après que la Banque mondiale, FMI, ont réévalué la situation du Sénégal, ont trouvé qu'ils ont un taux d'endettement qui est sous-évalué au temps de Macky Sall. Aujourd'hui, on parle d'un encours de dette en 2023 qui s'élève à 99,67% du PIB. Exactement. Et donc, ce qui était publié. Donc, tout ça là, le parti de Macky Sall avait balayé ça du revers de la main. Et ça me rappelle l'histoire de Wade au temps de Wade, quand Wade quittait, que quand Macky aussi dénonçait le fait qu'il y avait eu beaucoup de détournements des deniers publics. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait qu'entre-temps, ce régime était vraiment en démêlé de justice avec le maire de Dakar. Le maire de Dakar, c'est Afsal, ou bien j'oublie le nom, Ali Fassal. Et donc c'est pour dire que on dirait que l'histoire se répète, parce que autant quand Macky Sall devait prendre le pouvoir, il avait dénoncé les détournements et ce détournement a été confirmé et il y a des poursuites. Il y a des cadres qui sont poursuivis. Il y a même le fils de Wade, Karim Wade, qui a fait la prison. Nous connaissons toute cette histoire-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des gens qui seront poursuivis et qui seront arrêtés pour détournement, et ainsi va la politique. Vous pensez un peu, si je veux résumer tout ce que vous avez dit, que ce rapport d'audit a quelque peu de teinture politique? Ce rapport d'audit est à prendre avec pincette. D'accord. Frédéric Azeglo, Georges Hérault l'a dit, je dirais le contraire aurait été étonnant. Oui, tu sais, dites à nos petits frères, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, je l'ai dit sur ce plateau aussi, Bassirou Diomaye Faye doit remercier quelqu'un toute sa vie. La personne doit s'appeler Macky Sall. Pourquoi? Celui qui a dit nous avons été vaincus. Et ils sont partis. Qu'on dise que voilà, le Sénégal c'est le nid de la démocratie, de l'alternance. Un homme peut se lever et dire non, j'ai pas perdu. Et donc, dites à nos petits frères qu'ils n'ont qu'à laisser tomber cette histoire-là. La chasse à l'homme, moi je ne suis pas dans ça. Vous êtes au pouvoir, faites ce que vous pourrez. Mais ne détournez pas. Bon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent. Parce que là, on parle de détournement. On parle par exemple d'une somme de 157 milliards de ventes. Justement, il faut juste donner. Reversé au trésor. Il faut juste parler des chiffres qui sont capables de faire froid dans le dos. Qui vérifie ça? Ils sont au pouvoir, ils sont à la manœuvre. Comme je dis, il faut leur dire de laisser cette histoire tomber, de faire face au travail pour lequel les Sénégalais les ont élus. Ils n'ont qu'à travailler pour le peuple. Maintenant, il faut laisser le peuple faire la différence entre ce qui s'est fait pendant les 10 années de Macky Sall et ce qu'ils seront en train de faire. Moi, d'habitude, prendre un ancien président, l'amener devant les tribunaux, faire ça, moi je ne digère pas ça, je digère jamais ça. Si vous le faites comme ça, les gens n'auront pas le courage de lâcher les pouvoirs. Les gens n'auront pas le courage de partir. Mais qu'est-ce que vous dites quand un ancien président se rend coupable dans sa gestion de dérives financières? Est-ce que c'est toujours ça? Dans la gestion d'un homme, dans la vie d'un homme, tout n'est pas parfait. Et en Afrique, dans certains pays, nous avons vu des maires qui ont gagné des élections locales, haut les mains, et à qui les pouvoirs ont trouvé beaucoup d'argent, dit bon, vous avez gagné, géré, et après on leur dit venez faire des comptes de ce que vous avez fait, et ces maires ont été jetés en prison. Ça veut dire qu'il faut éviter de tendre des pièges aux gens, des citoyens, pour les emprisonner. La paix, là, la paix pour tout le monde. La paix pour tous. Macky Sall a géré le pays en 10 ans. Il aurait voulu rester. Il a tenté de mettre quelqu'un. Mais quand le peuple, les élections n'ont pas tourné en faveur du protégé de Macky Sall, ils sont partis. Le pays est resté.
Et ce pays-là est gouverné aujourd'hui par Bassirou Diomaye Faye et son Ousmane Sonko. Alors, faire de l'expertise, dire ça là, tu l'as fait, tu ne l'as pas bien fait, jeter, allumer un des projecteurs sur la gérance passée. Moi je dis que souvent on anime la galerie avec ces histoires là au lieu de faire face au travail pour lequel vous avez été élu. J'ai pas dit que Macky a bien géré, il aurait fait des choses, mais peut-être, n'est-ce pas du balayage qu'ils vont faire. Ils vont encore prendre des gens, les jeter en prison, puisque eux, ces deux garçons-là, ont en tête le traitement qui leur a été infligé lorsqu'ils étaient dans l'opposition. C'est revanchard. Oui, apparemment. Et donc, si c'est ça, c'est ce tableau-là, ils n'ont qu'à laisser ça tomber, faire face au travail pour lequel ils ont été élus. Puisque, quand vous le faites, un jour vous partirez aussi. Quand ils auront fait 5 ans, et s'ils ont en chance d'être élus, parce que là, après 5 ans, on ne sait pas si c'est Diomaye Faye qui demandera à être réélu, ou c'est le patron même, Sonko, qui va dire, bon d'accord, toi j'étais là, tu étais là parce que maintenant je suis là, je vais être candidat. Et ils n'ont qu'à plutôt prendre le temps de gérer cette histoire-là, de trouver une solution à cette histoire-là qui pourra arriver à travailler contre leur union. Et à travailler pour les Sénégalais aussi, que de vouloir faire de l'expertise, de jeter l'opprobre sur le travail qui a été fait, de diaboliser son prédécesseur, etc. Finalement, Georges Hérault, j'ai envie de demander auquel des rapports faut-il faire confiance? Parce qu'on a eu un premier à la fin du mandat de Macky Sall qui montrait que bon, le pays a bien été géré. Puis on a celui-ci qui montre que, attention, c'est une catastrophe. Et c'est pratiquement les mêmes institutions qui donnent les rapports. C'est ce que je avec des hommes différents. C'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on constate. Parce que on estime que quand je pilote, les rapports ou bien les conclusions du rapport sont toujours en ma faveur. Donc, ça a piloté. Les conclusions sont à sa faveur. Sonko et Diomaye Faye ont piloté et les conclusions sont à leur faveur. Nous, en tant que analystes, nous pouvons que dire qu'il faut prendre ces conclusions-là avec P7 parce que nous ne sommes pas là, nous ne serons même pas, nous ne pouvons pas dire que nous devons être là. Puisque, est-ce que finalement, il faut peut-être choisir un cabinet indépendant qui constitue des experts des deux partis pour voir clairement. Or, tout ça là aussi, c'est du perte de temps. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même sévir, puisque les dénis publics, ça fait mal, effectivement, quand on vous donne la chose publique à gérer au nom de toute une population et que vous détournez à des fins personnelles, ça fait mal. Je ne saurais cautionner le fait qu'il doit y avoir de détournement des dénis publics. Mais ce que moi je sais, c'est que ceci est en train de perdre énormément de temps. Ou soit, il y a aussi un agenda politique. Si nous échouons pour notre premier mandat, on peut justifier, on peut dire c'est parce que la caisse de l'État était vide, on a exactement qui était à genoux, et là nous essayons de relever le pays, donc ne nous accusez pas si nous échouons. Si c'est tel ce que le message qu'on veut passer, là d'accord. Mais si on ne veut pas passer ce message-là, il faudrait se mettre au travail parce que il y a toujours des gens qui ne vont pas croire. Même si c'est peut-être ce que nous disons, c'est une vérité, mais il y aura des gens qui ne vont pas croire et ne vont pas accepter. Donc ce qui est sûr, c'est que vous avez un pays, vous ne pouvez pas justifier après 5 ans, après 10 ans, que c'est parce que X a mis le pays à genoux. On estime que c'est parce qu'ils font mal que plus de 56% des Sénégalais vous a fait confiance. Ouais. Si on vous fait confiance au premier tour et vous gagnez, ça veut dire que c'est une grande responsabilité. Et donc, on estime que c'est parce qu'ils ont mal géré. On estime que c'est parce qu'ils ont mal géré qu'on vous fait confiance. Donc, montrez que cette confiance que vous nous avez faite, nous sommes à la mesure de vous prouver que nous pouvons relever le pays, même si c'est
à genoux. Même si la caisse de l'État est vide, vous nous avez fait confiance et nous sommes là pour relever les défis. Faire le job. Alors, j'ai parlé donc de ces chiffres communiqués, 99,67% d'encours de dette. Il faut également évoquer le déficit qui, sous Macky Sall, était estimé à 4,9% et qui est aujourd'hui passé à 12,3%. On parle également dans ce rapport de dette bancaire hors circuit budgétaire. Ça fait, j'ai envie de dire, beaucoup de malversations et il faut bien que quelqu'un réponde. Il faut bien que quelqu'un réponde, mais j'ai dit le commanditaire de ces rapports-là, c'est qui? C'est l'homme qui est au pouvoir. Je ne vais pas nommer quelqu'un qui va me faire un rapport qui sera contre ma volonté. Mais en même temps, vous noterez, je pense que Georges l'a rappelé en entrée de propos, ce n'est pas contraire à ce que ces deux personnalités disaient déjà lorsqu'elles étaient aux impôts et dans l'opposition. Justement, ils sont arrivés au pouvoir, c'est le lieu de dire, de redire ce qu'ils disaient, on ne les écoutait pas. Donc alors, c'est vrai. Reste à savoir si c'est... Bon, ça peut être vrai, hein. Je protège ni le camp Macky, ni le camp Faye. Mais je dis, ça, c'est passé. Il faut forcément que quelqu'un réponde, certes. Mais il ne faut pas faire ça de ça son bâton de pèlerin. Parce qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour les États africains, pour le Sénégal. Il faut du travail à faire pour l'électeur sénégalais qui a mis ces deux jeunes au pouvoir. Alors, perdre du temps derrière cette histoire-là, faire la chasse à l'homme. Parce qu'il y a quelque chose, en politique, quand vous chassez les gens, vous fragilisez le savoir. Hein. Quand ils vont se chasser, maintenant, inquiéter des gens, ils vont vouloir fuir, on confisque leur passeport, on commence par dire si, on commence à créer de nouveaux ennemis. Créer de nouveaux ennemis, et ça ne va toujours pas dans le bon sens pour le pays. Hein, donc, j'ai dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut y avoir de l'argent toujours détourné. Depuis la nuit des temps, l'argent a toujours fait arranger le détournement. Alors, ça depuis la nuit des temps, on a toujours poursuivi les détourneurs. Des gens qui commettent des impairs, oui. Il faut les poursuivre. Oui, bon, donc, je ne sais pas, il ne doit pas faire, selon moi, de ça leur bâton de pèlerin. Il y a autre chose. Qui doivent les retenir plus que poursuivre les gens de l'ancien régime. C'est ça. Je ne le dirai jamais assez. Quand vous arrivez au pouvoir et vous trouvez des moyens pour combattre, c'est-à-dire que vous tirez sur un cadavre, quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, vous trouvez des moyens pour le faire revenir ou le punir, tout ça, là, c'est pas bon. Quand quelqu'un doit voir ça un jour, il dira, je vais faire des assises nationales qui vont me donner 5 ans renouvelables pendant 15 fois, alors que le monsieur a 60 ans. Donc, il faut donner la chance aux gens, le courage aux gens de vouloir quitter les affaires quand le moment vient. Alors, on a eu une conférence de presse à Dakar, conférence de presse de 5 ministres du gouvernement actuel qui ont présenter la situation et qui ont promis, donc lors de cette conférence de presse, que les mises en cause, qu'il y aura des procédures judiciaires contre les auteurs de manquements graves, et on parle même de qualification pénale. Ça, c'est le garde des Sceaux qui le dit en pointant du doigt des faux en écriture, des faux en informatique, de l'escroquerie, du blanchiment d'argent, enrichissement illicite. Chaque franc dépensé doit être justifié. Bon, de toute façon, on ne peut rien contre cette décision. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que qu'on laisse la justice faire son travail. Si la justice doit faire son travail et si les gens sont innocents réellement, on va les innocenter parce que de toute façon, nous estimons qu'il y a une présomption d'innocence avant qu'on entame les choses. Mais vous savez, ce qu'on dit ici, c'est que si vous avez un pays qui a plus que 80% de taux d'endettement par rapport au PIB, il ne faut pas blaguer. Je suis d'accord parce que quand on me parle du taux d'endettement au temps de Macky Sall, ça me fait réfléchir un peu
hein, ça me fait... je recule un peu parce que vous savez, Macky Sall fait partie de cette école-là qui pense qu'il faut laisser les pays africains s'endetter parce que selon lui, les pays occidentaux dépassent les 120% d'endettement et nous, on nous limite à 80% du taux d'endettement. Et donc, quand on parle qu'après lui, ça fait 99, quelque chose de taux d'endettement. Donc, moi, je me dis tout simplement qu'il fait partie de cette école-là qui veut qu'on laisse les pays s'endetter, hein, surtout pour l'investissement, pas pour le fonctionnement, parce qu'il a bien précisé. Mais aujourd'hui, après on nous dit qu'il a quand même essayé de réguler les choses pour qu'il soit dans le taux normal. Mais après, on s'est rendu compte que c'est pas ça. Moi, je me dis tout simplement qu'il doit faire extrêmement attention parce qu'aujourd'hui, il est vrai que les gens les applaudissent puisqu'ils sont en train de quand même nous dire qu'il y a beaucoup de détournements. Les gens sont en train de les applaudir. Mais ces jeunes-là, qui sont en train d'applaudir, seront désemparés quand, après 3 ans, 4 ans, les gens constatent qu'il y a du statu quo et que rien n'est fait. Et vous savez, la démocratie sénégalaise est arrivée à un niveau où vous voyez, Macky Sall était venu avec ces mêmes fougues-là, où les gens étaient derrière, ils faisaient la foule. Mais à un moment donné, les gens sont retournés sans qu'ils ne le sachent. Aujourd'hui, c'est Sonko qui mobilise. Si 2 ans, 3 ans, les mêmes personnes se retrouvent encore dans le chômage, il risque que les gens se retournent contre lui. Et justifier tous les jours par le fait que l'ancien régime a fait des détournements ne va jamais résoudre son problème. Donc aujourd'hui, il est vrai, ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est le régime en place, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la justice soit impartiale, qu'il puisse faire son travail indépendamment et qu'il n'y a pas les décisions qui soient préparées dans les officines politiques et qui, à un moment donné, s'appliquent à ces citoyens-là. Puisque, comme on vient de le dire, leur temps passera et d'autres aussi vont venir et ça va devenir les mêmes. Alors, celui dont la gestion est pointée, Macky Sall, vit actuellement en exil à Marrakech, au niveau du Maroc. Il a même créé une société, c'est mon holding, une société de conseil en gestion. Est-ce qu'il a du souci à se faire, selon vous? Non. Macky Sall, selon moi, n'a pas de souci à se faire. C'est même prévisible. Bon, il ne m'a rien dit avant de partir en exil. Hein. Mais je savais qu'il y aurait ces choses-là, pour qu'il est parti. Il est parti, puis il n'a pas commencé par être poursuivi avant de partir, mais il est parti. Il savait qu'il y aurait des duérifiés, on cherchera à faire quoi, on cherchera à faire ci, on cherchera à faire ça. Il est parti, il est tranquille au Maroc, hein, il est tranquille. Je crois que je ne le dirai jamais assez. Je ne le dirai jamais assez. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils sont aux affaires. Mais ils font 1 an, à peine 1 an ça. Ils ne sont même pas encore rentrés dans le vif du pouvoir, de la gestion d'un pays. Ils ne sont pas encore allés là. Ils sont juste à l'étape de l'exécution des hymnes nationaux, des voyages, aller découvrir les chefs d'État, comment ça se passe, comment ça ne se passe pas. Ils sont à cette étape-là. Mais le vrai du pouvoir, ils n'ont pas encore. Alors, ils seraient en tête d'amuser, d'occuper les gens avec les histoires de l'argent, pour qu'on oublie le rôle les rôles qui sont les leurs. Je trouve si je pouvais leur parler, je leur dis d'accord, de l'argent a été détourné certes, mais concentrez-vous sur la gestion du pays en votre temps. C'est de ça que vous rendrez compte un jour. Vous ne rendez pas compte de la gestion que Macky Sall ou quelqu'un d'autre a faite. Mais le pays vous a été remis. C'est de ça. À partir du jour où vous êtes élu, vous prenez les rênes du pouvoir, jusqu'au jour où vous rendez les témoins, c'est de ce temps-là que vous allez rendre un rapport. Et c'est ça qui confortera plus ce que quelqu'un avait fait. Oui, ça aussi, mais ce n'est pas l'essentiel. D'accord. On va passer maintenant au dernier sujet, le Togo. On va parler des élections sénatoriales, les premières élections sénatoriales de l'histoire du pays. Ça s'est déroulé le samedi passé, donc il y a 8 jours en arrière, ces élections.
ont consacré la domination du parti au pouvoir, l'Union pour la République. J'ai envie de dire qu'il se taille la part du lion selon les résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Résultats provisoires sur les 41 sièges qu'il y avait à pouvoir unir, remporte 34, soit 82% donc de sièges et montrant donc que l'Union pour la République assoit son hégémonie. D'autres partis, notamment 7, se répartissent les sièges restants. Le parti Bâtir obtient 2 sièges, tandis que l'ADI et l'Union des Forces du Changement en décrochent un chacun. Les 3 sièges restants reviennent à des candidats indépendants. Frédéric Azeglo, j'imagine que vous jubilez. Oui, UNIF jubile. Des gens ont voulu que la 5e République ne voie pas le jour, mais voilà, c'est la plus grande étape ultime. Voilà, que nous venons de franchir, et nous sommes plein pied maintenant de la 5e République avec 82% des sièges des sénateurs qui sont élus, et voilà, nous en aurons plus parce que le chef de l'État aura nommé 2 sénateurs, 20 sénateurs, et bien donc nous remercions le peuple qui a compris notre politique et qui nous a accompagnés. Et ceux qui traînent encore, je les conseille de rejoindre rapidement la BAC afin que nous puissions construire, consolider la démocratie qui est en marche dans notre pays. Nous jubilons vraiment. Georges Hérault, il n'y a rien d'étonnant dans ces résultats. Samuel, je ne peux pas prendre la parole sans vous corriger. Parce que quand vous dites que les 7 restent provisoirement se partagent entre Bâti, Union des Forces du changement et puis ADI, mais non, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas quitter ici sans vous corriger. Donc, effectivement, le cercle des leaders émergents clé a provisoirement un siège, et donc il faut le préciser parce que ça vient du travail qui a été fait depuis plusieurs années, la régularité aux élections, à la participation aux élections, et aujourd'hui ça a payé. Donc il faut le préciser. La question est de savoir est-ce que c'est étonnant ces résultats? Est-ce que c'est étonnant? Quand on a des conseillers municipaux et régionaux contrôlés, je dirais, à plus de 80% par le pouvoir, et que ce sont eux qui votent. Non. Est-ce que c'est étonnant? Je ne vais pas répondre oui ou non. Pourquoi je dis je ne vais pas répondre oui ou non? Parce que vous avez vu comment UNIR a battu campagne. C'est ce qui est étonnant aussi. Oui. Parce que quand on a tout qui est acquis, oui. on met autant de moyens pour battre campagne. Ça veut dire que ça veut dire tout simplement qu'il faut comprendre la philosophie de ce parti-là, qui se dit que les conseillers municipaux sont aussi des citoyens qui sont dotés de d'intelligence, qui doivent faire leur choix indépendamment. Ce n'était pas acquis pour eux. Oui, on peut dire que même si c'est acquis par rapport au militantisme, c'est-à-dire que la personne, il fait partie d'un parti politique, on se dit que il faut que la personne adhère réellement à ce que nous faisons et ne pas dicter la loi à nos conseillers municipaux sur ce qu'ils doivent faire au quotidien. Mais plutôt, peut-être ce parti nous montre que, étant militant, chacun est libre de donner son opinion et qu'il y a une démocratie en interne qui se dicte dans ce parti politique-là. C'est moi, ma lecture des choses. Et que les gens qui sont là-bas, les hommes et des femmes, sont libres et ils font des choix par rapport à la vision dont ils s'adhèrent. Donc aujourd'hui, ça me prouve que le parti, quand on dit un grand parti, ce n'est pas seulement en nombre, mais c'est aussi en stratégie et surtout le fait que les gens sont convaincus qu'ils sont réellement ensemble. Georges Hérault, quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'entendre un militant d'UNIR. Non, c'est parce que vous m'avez posé une question sur UNIR. Mais quand vous me posez une question sur Clé, je vous ai posé la question en tant qu'opposant. mais bon, en fait, il faut regarder ce qui marche chez l'autre
le copier. Oui. Alors, parce que c'est important. Frédéric Azeglo, beaucoup estiment que il y avait rien de passionnant dans ces élections. Le scénario était connu d'avance, le film, on connaissait les acteurs, et donc la fin ne confirme que le début. Bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un de donner une opinion. Hein? On ne peut pas interdire à quelqu'un de rêver ou de donner son opinion. Chacun a son opinion de cette situation qui arrive. Il y a eu des inconnus dans ces élections. Lesquels, par exemple? Des inconnus dans ces élections. Quand Clé a gagné un siège au Sénat, c'est un inconnu. C'est un inconnu. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a élection, il y a élection. Élection, ce n'est pas nommé. Et donc, c'est juste comme un match de football où je me rappelle quand le Togo a battu le Cameroun au Ghana et les gens sont sortis par la petite porte. Et donc, alors que tout le monde voyait le grand Cameroun là, c'est la même chose. Donc, unir, c'est que quand il y a élection, il faut battre campagne. Il faut convaincre les gens, leur montrer le bien fondé de la politique que unir, mais qu'elle met en place. Frédéric Azeglo, oui. Qui convainc-on ici? Les électeurs, les grands électeurs. Oui, moi je sais, mais ils sont presque tous unis. Ils sont tous unis, c'est des gens qui ont la liberté de penser, la liberté de choix, mais il faudra leur expliquer pourquoi ils votaient tel candidat. Ils avaient vraiment le choix, ils pouvaient faire autre chose. Oui, mais c'est des hommes libres, c'est des hommes et des femmes libres. Hein? Des femmes libres. Quand l'élection, on sait que c'est secret, le scrutin est secret, c'est des hommes et des femmes libres, et donc il faudra leur expliquer le pourquoi il faut telle personne au Sénat. Et donc c'est ça que les équipes de campagne du parti sont attelées à faire à travers le pays. Et ça a payé. Georges Hérault, j'ai parlé aussi de ces 7 partis politiques qui se partagent les 7 sièges restants, notamment le vôtre, Cercle des leaders émergents. Pour beaucoup de personnes, ces partis dits d'opposition qui sont allés ne sont en fait que des sous-fifres du pouvoir. Oui, les gens vont dire ça parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de cette institution. Ça, c'est normal. Le Sénat? Parce que, oui, non, si vous comprenez. C'est pas le Sénat qui le critique, mais quand on a des conseillers régionaux, des conseillers municipaux qui sont pour la majorité du parti au pouvoir, et donc ces partis qui n'ont mathématiquement aucune chance de gagner, qui finalement arrivent à avoir un siège. Je veux prendre pour preuve le dissident de l'ANC qui gagne un siège. On sait que, bon, certains disent qu'il y a eu des consignes qui ont été données de voter pour lui. Ça peut être le cas pour vous, le cas pour d'autres personnes. Donc, en fait, on a négocié. Si tel est le cas, que l'hypothèse est vraie, ça veut dire qu'on ne doit même pas aller aux élections. On va seulement calculer les nombres de conseillers municipaux et on va et puis on dit bon, unir, vous avez tel ici, vous prenez celui. Donc, si on parle d'élection, il n'y a pas que cette connotation de parti politique. C'est un jeu qui est ouvert et tout le monde bat campagne. Et vous devez savoir que quand on parle des grands électeurs, ce n'est pas comme la population. La population, quelqu'un peut sortir de la maison et aller voter son frère parce qu'il n'a aucune notion de ce que c'est que la politique, la gestion du pays, etc. Ça peut arriver. Mais les grands électeurs, les conseils municipaux, d'ailleurs, les conseils municipaux ont déjà pratiquement fait 6 ans sur le terrain. Oui, le mandat finit cette année. Oui, et puis on s'y connaît. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un viendra te roubler, te flatter, et puis tu vas aller voter. Donc, dans ce sens-là, rien n'est gagné d'avance. Le jeu est libre. Donc, je le dis toujours, si c'était que les gens ont compris l'importance de cette élection, tout ce qui se dit derrière, on ne le dira pas. Et d'ailleurs, si on dit, bon, ceux qui ont participé, c'est parce que en 2018, les gens, à un moment donné, nous ont donné raison. Quand en 2018, vous m'avez reçu sur ce plateau, quand je suis revenu des élections, quand vous me parlez de Tchengan, des grands morceaux qui étaient dans Cloto, je battais campagne et j'attirais l'attention de l'opposition de venir, on va participer à cette élection. Après, les gens nous ont donné raison. Nous ne voulons pas avoir toujours raison. Ils peuvent nous donner les noms qu'ils veulent. Mais à un moment donné, vous prenez votre responsabilité. Nous n'avons pas créé un parti politique dans un parti politique de quelqu'un où ce parti-là, quand il dit nous n'allons pas, nous aussi nous dit nous n'allons pas. Nous avons notre vision
et nous sommes dans notre vision. Donc, qu'adira-t-on? Donc, ça ne fait pas notre problème. Frédéric Azeglo, honnêtement, Oui. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a vu aussi une certaine opposition boycottiste qui ont demandé à leurs conseillers de ne pas aller voter, de ne même pas s'intéresser à ces élections. Donc, est-ce que honnêtement, vous pensez que ces partis d'opposition auraient pu gagner sans le soutien d'UNIR? Bon, honnêtement, je ne m'intéresse pas trop à ces partis qui refusent les élections. Oui, je parle maintenant de ceux qui ont gagné. Avant de parler, je veux jeter des fleurs à la Commission électorale nationale, la CENI, qui pour la première fois a organisé une première. L'élection sénatoriale a été pour la première fois sur notre territoire et ça a été très compliqué non plus. sans Il y avait tâche. 1700 Oui, mais sans tâche. Ça a été clean. Il y a eu du travail qui a été fait en amont quand on allait à la CENI pour des renseignements. Il y a eu du bon travail qui a été fait. Du bon travail qui a été fait. Je leur jette les fleurs. C'est pas facile. Là, bravo, monsieur le président de la CENI. Maintenant, quand je reviens vers ceux qui veulent boycotter les élections, ça fait leur problème. Peut-être, ils ont peur de l'adversaire qui est devant. Ils ont peur de l'adversaire, autant ne pas aller se faire ridiculiser. Alors, les opposants qui n'ont pas eu peur, ils sont allés, ils ont gagné des sièges. Alors, il y a des gens, puisqu'il y a des gens qui ont porté des casquettes, qui font des opposants très ancrés, très anciens, très... Alors qu'ils sont légers devant l'électorat. Donc, peut-être ces analystes, des hommes et des femmes très intelligents, j'ose croire, ils ont fait leurs analyses, ils ont fait leurs études, ils disent, n'allons pas écraser notre visage contre la force électorale de l'UNIR. Frédéric Azeglo, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Vous pensez qu'honnêtement, ces partis auraient gagné si votre parti ne les avait pas soutenus? Bon, notre parti n'a pas soutenu un parti d'opposition. L'UNIR n'a pas soutenu un parti d'opposition. Donc l'opposition qui a gagné honnêtement. Ceux-là pourraient gagner honnêtement s'ils venaient, ou se perdre aussi honnêtement s'ils venaient. On estime qu'il y a eu des consignes underground. En tout cas, moi je n'en ai pas connaissance. Choisissez tel parti. Non. Il y a même eu des localités où on avait UNIR, on avait d'autres mouvements. Les conseillers municipaux et régionaux sont connus pour être d'UNIR, mais UNIR a perdu. Justement, c'est la force de la campagne. Ça veut dire que le candidat de l'opposition a su expliquer aux grands électeurs d'UNIR. Et donc, ça veut dire que UNIR n'est pas un parti UNIR n'est pas un parti où on impose une élection à un électeur. Donc, c'est ça le bien fondé de la campagne. Ça veut dire qu'ils ont trouvé leur compte dans le candidat d'en face qui dit « je ferai ceci, je serai ceci ». Peut-être ils ont vu la moralité. Ils ont fait une étude peut-être de la personne qui est en face d'eux et ils ont voté. Donc on n'a pas donné consigne à quelqu'un si vous allez voter tel. En tout cas, à ma connaissance, non. Et voilà, aucune élection ne se passe comme ça. D'accord. Georges Hérault, maintenant et après. C'est fini les élections. C'est fini les élections. Donc la constitution de la 5e République ça prend effet en mai. Va être cette institution va quand même consacrer pratiquement la fête des grandes institutions à mettre en place avant même l'élection du président de la République. Donc je pense que cette constitution qui est déjà mise en exécution depuis le 6 mai, puisque quand on parle de transition, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la 5e République. Nous sommes en plein pied dans la 5e République, sauf qu'il y a des institutions qui vont se mettre en place durant cette période de transition. Et donc, l'une des importantes des institutions est le Sénat. Mais moi, je le dis et je l'explique toujours partout ailleurs que peut-être on va arriver là-bas, quelqu'un de la collectivité ou bien des collectivités territoriales qui boycottent cette élection n'a pas compris l'importance d'être représentant d'une collectivité territoriale. Parce que vous ne pouvez pas être de la collectivité territoriale et on demande à choisir les représentants de cette collectivité qui vont aller défendre les collectivités. Je dis non. On peut peut-être boycotter les élections des députés puisque c'est le peuple. Mais ceux qui vont nous représenter, ceux qui vont faire en sorte que les tests nous favorisent, ceux qui vont plaider pour que les fonds d'appui des collectivités territoriales soient
augmenter, ceux qui vont faire en sorte que l'autonomie de gestion soit quand même renforcée, puisque on nous parle de l'autonomie de gestion, mais nous qui sommes de la collectivité territoriale, étant conseiller municipal, je sais de quoi il s'agit. Je sais ce qu'on doit faire encore pour renforcer ça. Nos projets, je sais quand vous faites votre budget et que vous allez au niveau de l'administration territoriale, afin qu'on passe à l'étude de budget, je sais un certain nombre de censures qui s'imposent à nos budgets. Et donc, c'est cette institution-là qui va défendre notre cas et va légiférer sur un certain nombre de tests pour nous favoriser. Et puisque c'est nous qui les avons élus. Donc aujourd'hui, si moi je suis de la collectivité territoriale et que je dis que cette élection n'est pas importante, que c'est budgétivore, etc., ça veut dire que soit je démissionne des collectivités territoriales ou soit que je ne participe plus aux élections communales ou bien locales à venir, puisque quand il va y avoir de discussions, c'est ces mêmes personnes-là que nous avons demandé qu'on ne lise pas. C'est avec eux qu'on va discuter. C'est eux qui seront notre porte-parole. C'est eux à qui nous allons dire, mais la commune de Golfe 1, de Golfe 2 a ce problème-là. Je pense que ce problème-là est examiné dans pratiquement toutes les communes ou dans les régions. Il faut vraiment faire une loi pour ceci, pour ceci, pour ceci. D'accord. Frédéric Azeglo, même question. Oui. Et après? Oui, après la 5e République, on était déjà dedans. Donc, voilà, c'est renforcé. La dernière institution est en train d'être mise en place. Tout démarrera. Et c'est l'occasion pour nous unir, qui avons prôné la 5e République, de démontrer au peuple que les choses vont s'améliorer. C'est la panacée, la 5e République? Oui, naturellement. Tout ce qu'on a fait jusque-là n'était que... Non. C'est-à-dire que quand vous quittez... J'ai l'impression, je dis bien l'impression, quand on suit le discours d'Uni, on a l'impression d'une danse de tango. On fait un pas en avant, deux pas en arrière, ou deux pas en avant, un pas en arrière. Non. Moi, je me rappelle bien, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment en plein pied dans le journalisme. Quand on modifiait la Constitution de la 4e République. J'ai reçu le ministre Gilbert Bahora, j'ai reçu un certain nombre de cadres du pouvoir qui disaient maintenant on a une constitution véritablement renforcée, on ne peut plus ci, on ne peut plus cela, que cette constitution nous propulse dans le développement et tout. Et puis patatras, on revient 3 ou 4 ans après pour nous sortir notre constitution et pour dire c'est maintenant qu'on y est. Non mais c'est pas, ne prenez pas la chose comme ça. Ça veut dire. Moi j'ai encore ces émissions. On a fait des pas et maintenant on fait un super pas. Et donc le super pas n'annule pas le pas. Donc le super pas, le pas, c'est la constitution qu'on a changée il y a 4 ans, 5 ans, dont vous parlez. Mais le super pas, l'ultime, c'est ça qui nous met maintenant dans la 5e République. Donc nous sommes qu'en train d'avancer. Il n'y a pas de recul. Et c'est du mieux maintenant. C'est du mieux. Pensez que ça va plus renforcer le pouvoir d'achat des Togolais. La table le panier de la ménagère. Vous savez, le bien fondé ma vieille mère au marché de la gestion de l'État dans la 5e République, c'est que l'administré est plus peur de celui qui l'administre maintenant. Ça veut dire que le pays a été scindé, les communes, c'est parce que les élections communales étaient censées faire. Oui, justement, les élections communales ne sont qu'une étape de ce processus. Comme vous pouvez le constater, c'est les conseillers municipaux joints aux conseillers régionaux qui ont élu les sénateurs. Et donc, c'est juste des pas qu'on faisait depuis. Donc, nous sommes arrivés presque à l'apothéose. Lorsque la 5e République démarrera, vous comprendrez mieux. Ici, on est encore à 2 mois, à 3 mois de l'événement, vous ne comprendrez pas. Avant dedans, vous comprendrez mieux. Georges Hérault, aujourd'hui, donc, les sénateurs sont en place selon la Constitution. Il me semble que lorsque les résultats définitifs vont être publiés, ils vont siéger donc le 2e mardi. Après, quelque chose comme ça, le 1er ou le 2e mardi, je ne sais plus trop, ou jeudi, quelque chose comme ça. Et c'est eux et les députés qui vont élire le président de la République. Au Congrès. Après, on aura un président du Conseil des ministres qui va être désigné juste par son parti. Et c'est ça qui craint pour beaucoup de personnes. Parce que vous aurez à la tête de l'État un homme qui n'est pas élu. Mais ça craint quoi? Vous avez quelqu'un qui est
qui dirige le pays, mais qui n'a pas de mandat électif. Il n'est là que parce que son parti a gagné. Lui-même n'a été candidat à rien. Mais c'est tout simplement... Oui, les gens estiment que c'est très dangereux. Bon, si nous devons même penser à ça, ça veut dire que nos chefs, à un moment donné, il faut les laisser dans les villages. Traditionnels, vous dites? Oui. Oui, ça c'est par voie coutumière. Oui. Non, c'est dit que si nous pensons là, nous parlons au niveau national. Oui, si les nous pensons enjeux que sont différents. Oui, si nous pensons que au niveau local, au niveau parce que quand nous prenons nos cantons et tout ça là, c'est au niveau local. Celui qui est à la tête de nos cantons, il n'est pas élu, donc c'est dangereux. C'est un chef coutumier. Oui, il joue à peu près le même rôle que joue le chef de l'État dans le canton. Il joue à peu près le même rôle. C'est-à-dire que le chef du village joue à peu près le même rôle. C'est lui le chef. Il est élu sur une base ethnique, communautaire et tout ça. Là, oui. Vous avez au niveau national. C'est pour dire les affaires, c'est pour dire qui n'est pas élu. C'est pour dire qu'en réalité, nous ne rentrons pas dans ce système de il est élu ou il n'est pas élu. Tout ce dont nous avons besoin, comme tu viens de le dire, tout ce dont nous avons besoin, Samuel, comme tu viens de le dire, c'est que le pouvoir d'achat soit amélioré, c'est que le chômage soit réduit, c'est qu'il y a l'électricité, qu'il y a l'eau. Et ça aussi, sur ce point, les gens ne voient pas trop le rapport entre ça et la 5e République. Il faut passer une république pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut quand même être là pour attirer l'attention sur la majorité. Tu as attiré l'attention de la majorité sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas un défenseur de la Constitution de la 5e République. Mais Samuel, je peux t'étonner en disant que ce qu'on est en train de mettre en place, comme tu viens de le dire, ça a commencé par la modification de la Constitution en 2019 et aujourd'hui, on nous parle de la 5e République. Ça veut dire tout simplement que ceux qui ont pratiqué cette Constitution-là, à un moment donné, ont compris que si nous faisons telle modification, si nous passons de tel à tel, il y a un certain nombre de facilités, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire mieux quand on était dans la 4e République. D'accord. Donc c'est du wait and see. C'est ça. On verra. Georges Hérault, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci, On Samuel. oublie souvent de le dire, mais vous êtes adjoint au maire de Cloto 2. Exactement. Lavier, belle localité que j'ai l'habitude de visiter. Comme chez Yadé Bayor, que nous avons logé chez nous. Donc, encore, si nous avons pu loger la star togolaise, donc ça veut dire que nos portes... Vous avez aussi la cascade. La cascade de Pimé, qui est la cascade la plus facile d'accès du Togo. Donc, il faut vraiment... Nous invitons les gens à participer. Nous invitons M. Frédéric Azeglo de passer nous voir. Et pourquoi pas. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir pour moi. À vous tous qui avez suivi Le Monde en scène ce samedi, je vous dis merci et vous donne rendez-vous le samedi prochain. Merci beaucoup. Merci.